Bonjour à tous. Alors je pensais pas avoir autant de monde en parlant de RGPD, mais c'est cool, ça fait plaisir. Merci d'être venu. Du coup, en écrivant l'article qui va donner cette conférence, je me suis rendu compte qu'on parlait souvent de la vie privée soit d'un côté juridique ou soit d'un côté technique, mais rarement via l'objet design comme objet d'étude centrale. Du coup, c'est ce que je vous propose pendant cette demi-heure. Forcément, il y a un petit peu de stress, du coup, je ne sais plus ce que je dois dire. Du coup, pour faire ça, on va parler design, droit humain, RGPD. Je suis complètement perdu, je suis désolé. Du coup, le but, c'est de vous montrer en fait, qu'on peut aller vers ce qu'on appelle la compliance spirit, c'est-à-dire l'esprit de conformité, via un design de l'engagement éthique, une approche privacy first, pour protéger la vie privée des utilisateurs et pour finalement respecter les humains, puisque le droit à la vie privée, c'est inscrit dans la Constitution. En d'autres termes, ça ne veut pas marcher. En d'autres termes, le changement, c'est maintenant. Et ce coup-ci, c'est quand même un peu plus probable. Donc moi, c'est Adrien, je suis DPO, donc je gère tout ce qui va être sécurité, confidentialité, vie privée, et je suis aussi designer de la vie privée chez NewQuest. Donc NewQuest, c'est une agence numérique qui est à Chambéry, donc en dessous de Lyon. On fait pas mal de e-commerce, du coup, il y a plein de données. On va faire aussi de la robotique, de l'IoT, de la réflexion sur de la numérisation de bâtiments ou d'événements, donc plein de choses. Et je dois vous faire une petite confidence aussi, je fais aussi de la gestion de projet, donc chacun ses défauts. Pour commencer, on va commencer par une petite mise en contexte, savoir donner. Donc aujourd'hui, l'économie numérique, c'est des processus de collecte qui sont sans précédent dans l'histoire, via leurs caractéristiques systématiques ou de masse, rendues possibles par le numérique. L'économie numérique, c'est aussi un no privacy by design. Tout simplement parce que ça repose sur la disposition des individus à dévoiler eux-mêmes leurs données personnelles. Rappelons aussi que les entreprises, elles ont des priorités ailleurs, stratégie de vente, esthétisme, chiffre d'affaires, qui passent bien avant tout ce qui va être vie privée, confidentialité, etc. On peut même rajouter tout ce qui est accessibilité et performance. Du coup, en fait, chacun va prendre des décisions qui vont être rationnelles pour lui et bonnes pour lui, mais négatives pour l'espace commun. Du coup, là, l'objectif, ça va être de questionner la donnée, non pas juste d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue protection, et surtout protection, du coup. Au niveau des pratiques de design actuelles, depuis l'arrivée du web commercial, on dit à l'utilisateur, clique vite sur j'accepte, ne lis pas les mentions, on rend tout un peu opaque. Vu que ça, c'est non contesté et que c'est admis par toute une industrie, le designer, il va se retrouver avec une boîte à outils de pratiques sombres pour inciter son utilisateur. Pour ça, il va faire ce qu'on appelle, il va utiliser ce qu'on appelle des biais cognitifs et des dark patterns. Les biais cognitifs, ça va être une manière de la prise, comment dire ça, la prise de décision accélérée de l'utilisateur et donc son influence, ou alors des dark patterns, c'est-à-dire orienter un choix plutôt qu'un autre. Pour ça, le designer il va utiliser ce qu'on appelle de la dégradation du X. Il va dégrader volontairement les interfaces, créer de la friction non désirable pour tirer un peu l'utilisateur où il a envie. Donc là, oui, le chien, c'est l'utilisateur. Le problème, c'est que ces pratiques-là, elles ne sont jamais dans l'intérêt de l'utilisateur. Que ce soit monétaire, on va ajouter un produit au panier qui n'était pas prévu et qui est payant, une option payante dans le panier en plus, qu'il va falloir désactiver. Ça va être aussi quelque chose d'attentionnel ou d'émotif, un scroll infini, la lecture de contenu en continu. Là, l'idée, c'est je prends l'attention de l'utilisateur pour l'amener où j'ai envie, ce que je veux faire avec. Ça peut être aussi fonctionnel. Donc, par exemple, dans un tunnel d'achat d'un site e-commerce, on ne va plus pouvoir retourner en arrière. Ça va être bloqué. Ou alors, sinon, il va falloir faire précédent dans le navigateur, mais ça, pas forcément tout le monde sait faire. Ou alors, on va faire ce qu'on appelle des biais de cadrage. Donc là, on en a un particulièrement beau, où on dit l'utilisateur accepte. Il y a l'autre fonctionnalité personnalisée qui est disponible, qui devrait être au même niveau hiérarchique, mais là, on met en avant j'accepte. Et ça peut être enfin de l'extorsion de données. Donc ça passe soit par des mécanismes inversés, c'est-à-dire qu'on va partager par défaut les données de l'utilisateur, sinon il devra désactiver quelque chose, ou alors une fois que son compte est créé, s'il doit créer un compte, il va pouvoir le faire qu'après. Là, sinon, on a un principe d'extorsion de données, c'est l'inscription sur le site du Bon Coin. Donc pour m'inscrire sur le site du Bon Coin, je suis obligé de passer par un programme de fidélité. Sinon, je ne peux pas m'inscrire. Ça, légalement, on ne devrait pas m'obliger à devoir participer à ça.
D'autant plus quand on regarde les données qui sont collectées. Alors la date de naissance, à la limite, pourquoi pas. Dans le département de naissance, on ne voit pas trop comment le justifier. Rappelons un peu maintenant le rôle designer dans tout ça. Le rôle designer, son but, ça va être de concevoir de telle manière qu'un individu, qu'importe ses usages et ses compétences, il puisse naviguer tout au long, naviguer sur n'importe quel site. Et aussi de lui proposer des choix, des architectures de choix vertueuses et non trompeuses. En gros, l'utilisateur, il arrive sur un site, il doit savoir quelle fonctionnalité, quelle action il peut faire et quelles vont être ses conséquences. Du coup, là, sur la capture d'écran du tweet, ce qui est intéressant, c'est que voilà, le design, c'est pas être Picasso ou Michel-Ange. Le but, c'est il y a des besoins. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres besoins. Il va y avoir des problèmes. Je vais essayer de voir comment résoudre les problèmes par le design. Maintenant, vous allez me dire, il est bien gentil, mais en gros, on ne peut pas inciter l'utilisateur. Comment je fais pour faire circuler l'utilisateur dans mon site? Eh bien, tout simplement parce que le designer, c'est un panda, en fait. Le designer, il va devoir utiliser différents types de pratiques pour arriver à ses fins, si on peut dire ça comme ça. Tout simplement parce que toute décision sur une interface, ça va avoir un impact sur les usages et sur les utilisateurs. Donc pour prendre les meilleures décisions pour la vie privée de vos utilisateurs, va falloir savoir ce qu'est le RGPD et ce qu'il impacte. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir ça de manière un peu rapide et simple, parce qu'il y en a pas mal de trucs à voir après, un peu plus intéressants. Donc, du coup, quelques définitions préalables. Une donnée personnelle, c'est quoi? C'est toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Donc en fait, tout est donné. Un ID client, un pseudo, une IP, une localisation, tout est donné en fait. Un traitement, c'est quoi? Ça va être toute opération effectuée sur des données à caractère personnel. Donc suppression, modification, on peut prendre à peu près tous les verbes, ça marche. En fait, à partir du moment qu'il y a une collecte de données, qui soit via un formulaire ou non, que cette collecte elle soit active ou passive pour l'utilisateur, il va y avoir du RGPD. Alors le RGPD, c'est le règlement européen général sur la protection des données personnelles. Il est entré en application le 25 mai 2018. Il est certes européen, mais il a une portée internationale. Pourquoi? Parce que le RGPD, ça s'applique à tout citoyen européen, qu'importe la localisation du traitement. Donc je vais en vacances aux États-Unis cet été. Les sites que je vais consulter doivent être conformes parce que je suis européen. C'est tout. L'objectif principal, c'est de redonner le pouvoir aux individus sur leurs données en responsabilisant tous les acteurs. Donc le RGPD, il définit différents acteurs. Principalement le responsable du traitement, c'est celui qui va définir les finalités et les traitements, le traitement et leurs finalités. Donc c'est lui qui va décider finalement s'il veut être conforme ou pas, même si légalement il n'a pas forcément le droit de ne pas le vouloir. Si on veut prendre un exemple, le Web2Day, c'est le responsable du traitement de son propre site web2day.co. Donc c'est lui qui va décider s'il veut être conforme ou pas. À côté de ça, on va voir ce qu'on appelle le sous-traitant. Par sous-traitant, il faut entendre prestataire. Donc ça va être toutes les entités qui vont traiter les données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Donc par exemple, pour le Web2Day, l'agence Yumingo qui a réalisé le site internet, c'est un sous-traitant. WizEvent qui gère toute la billetterie, c'est un sous-traitant. Google Analytics, qui collecte d'ailleurs beaucoup trop de données, qui est installé sur le site, est un sous-traitant. Donc en fait, le sous-traitant, son but à lui, ça va être d'informer, il a une obligation d'information et de moyens envers son responsable du traitement. Il doit l'aider à être conforme. S'il ne fait pas ça, et qu'on arrive à le prouver, il va être remonté au même niveau de responsabilité. Ce qui peut faire un peu mal. Donc le RGPD, c'est 3 grands principes. Privacy by design, c'est-à-dire on va par défaut concevoir en prenant des principes importants de vie privée, de confidentialité, de sécurité, etc. Un principe d'accountability, donc ça va être la capacité de démontrer qu'on est conforme. Et un principe de self-assessment, c'est l'auto-évaluation et la mise à jour en continu de la conformité. En fait, le RGPD, c'est pas je me mets en conformité et c'est terminé, c'est je me mets en conformité, je veux ajouter une fonctionnalité, un module, je veux donner un accès à un tiers, il va y avoir du RGPD. Dans ces 3 grands principes découle un certain nombre d'obligations qu'on va voir un peu tout au long de la conférence. Maintenant, il y a une chose qui est hyper importante à retenir, c'est que le RGPD, il impose certes des règles et des obligations, mais ni la forme ni le fonctionnement. Donc c'est pas « Ah ben non, mon interface, celle-là, il ne faut pas la regarder, elle n'est pas cool parce qu'il y a du RGPD, du coup ça a abîmé mon interface. » Non, là c'est à cause de toi en fait.
Maintenant qu'on a vu un peu quelques points clés, on va voir qu'est-ce que ça fait le RGPD sur des interfaces. Donc globalement, le RGPD, c'est toujours la même chose. C'est je vais informer mon utilisateur, qui collecte les données, quelle finalité, quels sont les droits de l'utilisateur, combien de temps les données sont conservées. Ça va être aussi la maîtrise des données. Pour pouvoir maîtriser les données, il va falloir savoir initialement ce que je veux faire, pour savoir quelles données je vais devoir collecter, et ensuite après pouvoir informer mon utilisateur. Enfin, récupérer des consentements, licites ou des non-consentements. Avec le RGPD, j'ai le choix, on ne doit pas m'imposer quelque chose. Basiquement, tout ça, ça va passer par des mentions d'information dans la plupart des cas. Maintenant, attention, quand on dit être transparent, informé, ce n'est pas forcément des mentions exhaustives. Pour rappel, le RGPD il impose des règles et des obligations, mais ni la forme ni le fonctionnement. Donc vous allez pouvoir utiliser des pages d'aide, différents niveaux de hiérarchie d'information, de l'iconographie, des services conversationnels, même si ça va potentiellement passer par des services tiers et qu'il faudra un consentement. Ou alors tout simplement de l'usage. Un swipe d'un côté, c'est j'accepte, un swipe de l'autre, je désaccepte. Après, il faut que ce soit bien sûr audible et compréhensible par tous les utilisateurs. Donc en fait, le RGPD, c'est pas si fou, quoi. Un exemple concret maintenant sur un formulaire de données, un principe de minimisation des données qui est institué par le RGPD. Donc les données à caractère personnel, elles doivent être limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. C'est-à-dire que je peux pas collecter plus de données que nécessaire. Et un principe de conservation des données, donc un responsable du traitement, il ne devrait pas conserver des données à caractère personnel à la seule fin d'être en mesure de réagir à de nouvelles demandes. Donc en fait, je veux faire une fonctionnalité, j'identifie les données à collecter, je les collecte, enfin, je les connecte pas, j'informe mon utilisateur, je lui demande un consentement, il est d'accord, alors je fais le traitement de données. Une fois que mon traitement est terminé, j'ai plus besoin des données, je les supprime. D'autres principes de traitement loyal et transparent, donc ça exige que la personne elle soit informée de l'existence de l'opération de traitement et de ses finalités, c'est ce qu'on vient de voir. Mais que cette information elle soit aisément accessible, qu'elle soit facile à comprendre, formulée en des termes clairs et simples, mais également aussi au moment de l'obtention des données. Donc ça va être hyper important. Donc voici un petit exemple, pas très design friendly, mais c'est pour vous montrer un peu simplement les choses. Partie de gauche, on va avoir toutes les données qui vont être nécessaires au traitement, donc principe de minimisation des données. En dessous, avant le bouton d'action, donc j'informe avant l'action, une petite mention pour indiquer à quoi va servir le traitement, qui y a accès, quels sont mes droits, comment est-ce que je peux contacter quelqu'un, etc. Partie de droite, toutes les données qui vont être optionnelles. Donc là, typiquement, le champ de téléphone, on a indiqué une petite mention d'information pour dire ça, si tu mets ton numéro, ça va être uniquement pour te rappeler à propos de cette demande. Donc l'utilisateur, il a envie, il le fait, il n'a pas envie, il ne le fait pas. Et la fameuse case à cocher pour la newsletter, qui n'est pas obligatoire forcément, avec le même type d'information, quels sont mes droits, qu'est-ce qu'il y a enfin non, pas la durée de conservation, mais est-ce qu'il y a de partage avec des tiers? Là oui, c'est Mailchimp, en plus aux États-Unis, etc. Donc, le seul problème, c'est que mettre des mentions, c'est bien, mais il y a moyen de le feinter légalement. Parce qu'en fait, dans les lignes directrices du CEPD, donc le CEPD, c'est l'ex-G29 pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est le Comité européen de protection des données. En fait, en gros, c'est les 29 CNIL européennes qui se regroupent entre elles et qui vont définir plus précisément des points types du règlement pour aider justement n'importe qui à comprendre ce qui se passe dans le règlement. Ce n'est pas forcément hyper simple. Et dans ces lignes directrices, on nous indique qu'on n'est pas obligé de mettre toutes les mentions au moment de la collecte des données, à partir du moment où c'est accessible via une autre page. OK. Moi, j'ai une question sur ça. Qui va cliquer sur politique de confidentialité? Personne. C'est dommage parce qu'en fait, dans la plupart des cas, on va pouvoir gérer des demandes de consentement en contexte, en juste à temps, au moment où l'utilisateur s'y attend en fait. L'utilisateur, il va chercher la fonctionnalité, je lui pousse l'info. Et c'est d'autant plus dommage en fait parce que mention d'information, ça rime avec confiance des utilisateurs. On s'est rendu compte, à travers quelques études, qu'un utilisateur qui allait sur un site avec des mentions, puis sur un site sans mention, au bout d'un moment, il se disait mais alors là, j'ai aucune info. Là, au moins, c'était partagé peut-être à 400 tiers, mais au moins, je suis au courant. Là, je ne sais pas trop ce qui se passe sur ce site-là. Et la confiance de l'utilisateur, c'est hyper important. D'où l'importance de savoir, nous, designers,
comment les utilisateurs perçoivent leur protection, enfin leur vie privée à travers notre service. Côté de ça, non, une mention, ça ne va pas exploser votre design. D'un premier point de vue, vous allez éduquer votre utilisateur. Ça fait partie du boulot. Autre point, vous allez le respecter via la protection de ses données, via le respect de ses données. Et ça aussi, c'est hyper important. Alors après vient un grand sujet. Il y a une légende urbaine qui sévit et qui dit, voilà, RGPD égale, on va mettre le plus de cases à cocher qu'on peut. Ça a l'air d'être un jeu intéressant parce que tout le monde s'y met. Maintenant, est-ce que les checkbox, c'est obligatoire dans le RGPD? Eh bien non, c'est pas obligatoire. Si l'info est donnée comme il faut, de manière visible, que c'est clair, c'est simple, alors on n'est pas obligé de mettre des checkbox. Les utilisateurs, ils ont déjà beaucoup de choses à faire pour qu'on leur demande en plus des actions qui sont en plus inutiles. Maintenant, on reste sur un principe de droit, le RGPD. Du coup, il y a forcément 15 exceptions. Ce ne serait pas drôle sinon, quoi. Donc, on va être obligé de mettre des cases à cocher pour respecter ce qu'on appelle le principe de granularité. Le principe de granularité, c'est j'ai des traitements distincts, donc des finalités distinctes, donc des consentements distincts. Vous ne pouvez pas demander à votre utilisateur de valider à chaque fois le fait de recevoir des newsletters, des offres partenaires, du marketing automation, des SMS, etc., etc., etc. Chaque fois, vous allez devoir séparer. C'est ce qu'on voit dans la partie gauche, oui, c'est ça, partie gauche, où le gérant du site, il va proposer de recevoir la newsletter et autrement du marketing automation, mais de manière bien différente. Les cases à cocher, on l'a vu aussi dans le formulaire qu'on a vu avant, on était obligé d'en mettre une parce que ce n'est pas obligatoire, donc on attend une action de l'utilisateur. Donc là, on vient de voir parmi ces quelques petits exemples qu'on peut gérer pas mal de choses en contexte pour plus de transparence et finalement pour plus de libre arbitre pour l'utilisateur. Maintenant, dans certains cas, on va devoir avoir une vision beaucoup plus globale. On part le choix. C'est là qu'entre la fameuse bannière cookie et sa page confidentialité. Alors je sais que vous attendez que ça, donc on va y aller. Quelques petits rappels avant. Le consentement, qu'est-ce que c'est? C'est toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque, et par un acte positif clair. Donc on va attendre l'action de l'utilisateur. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Le silence ou l'inactivité de la personne concernée, ainsi que le simple fait qu'elle continue à utiliser un service, ne peuvent être considérés comme une indication active de choix. Donc c'est pas je te colle tout ce que je peux et après on discute, c'est non, c'est je me présente, voilà ce que je veux faire, je t'informe, est-ce que tu es OK, t'es pas OK, etc. Donc déjà la bannière CNIL, pourquoi on en met quoi? Parce que ça gaffe tout le monde, c'est chiant, on peut le dire. Hein. Et bien tout simplement parce que sur nos sites, on va ajouter des services tiers qu'on va pas pouvoir contextualiser. On va devoir demander un consentement générique. Typiquement Google Analytics qui traque les utilisateurs pour savoir ce qu'ils font. Dès qu'il est, enfin, faut l'activer le plus tôt possible pour avoir tout le flux utilisateur, etc. Du coup, ben, ces services-là, ils sont pas vitaux. Si on les enlève de nos sites, le site il marche toujours. Du coup, on va devoir finalement demander un consentement générique et donc couper l'utilisateur. Et des fois, couper l'utilisateur, ben, ça peut faire vachement mal. Ça peut faire tellement mal que, à toute fin utile, rappelons que vous n'avez pas le droit de bloquer votre utilisateur. Il y a une énorme popine de cookies, comme on voit beaucoup, sans pouvoir accéder au site derrière. On ne peut pas forcer l'utilisateur à faire un choix dès le début. Enfin, en tout cas, lui bloquer tout le site. Tout ce qui est non vital au site, ce n'est pas une condition de refus à l'accès. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Donc ça, du coup, c'est non. En poursuivant votre navigation, vous acceptez. En scrollant, vous acceptez. En cliquant, vous acceptez. En clignant des yeux, vous acceptez. En faisant du cloche-pied, vous acceptez. C'est non. Idem sur la deuxième capture. Si on informe... Alors par contre, c'est pour notre meilleure expérience possible. Donc ça va être vraiment cool. Par contre, on n'a pas d'option. Mais juste, j'ai compris, on nous prend un peu pour des petits enfants. Ça, par contre, légalement, c'est oui. Pourquoi c'est oui? Parce que déjà, j'ai une mention qui va m'informer de manière générique. Là, je sais qu'il y a de l'analytics, de la pub, du ciblage potentiellement. Donc, je peux déjà me faire une idée de ce qui se passe sur le site. Du coup, je vais pouvoir consentir via le bouton « J'accepte », configurer mon consentement via le bouton « Personnaliser », ce qu'on appelle finalement le consentement en couche. J'ai une première information générique. Si je veux aller plus loin, je vais aller dans une deuxième couche. Ou alors, je peux refuser via la croix fermante. Alors, le terme « refuser » n'est pas forcément bon. C'est plutôt je ne vais pas autoriser à me traquer. Parce que quand j'arrive sur un site, on ne déclenche rien
hormis quelques cas spécifiques, ce qui est obligatoire en fait. Tout ce qui est obligatoire pour le fonctionnement du site, on va le mettre de base. Tout ce qui va être non vital, on va l'enlever. La page confidentialité, donc on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler politique de confidentialité, vie privée, etc. C'est une page qui est obligatoire, qui va recenser tous les services tiers, la durée de conservation, un explicatif, etc. Et aussi l'identité et comment je peux contacter le responsable du traitement. Ça, cette page-là, elle est obligatoire. Et elle est accessible de partout. Maintenant qu'on est bien chaud là, sur la bannière CNIL, je propose un petit cas d'usage qu'on a fait en interne chez NewQuest. Avec la fameuse croix fermante. Alors, si vous avez mis en conformité des sites, vous avez dû vous rendre compte que le tracking, ça fond, mais beaucoup. Du coup, le marketing, il n'est pas content. Ça reste quand même un autre problème. Il n'y a pas de magie, en fait. Les seules techniques qui vont permettre d'être efficaces pour protéger la vie privée des gens, ça va être de diminuer les données collectées. Il n'y a pas de secret. Du coup, on a fait des petites analyses sur des sites qu'on avait mis en conformité, nous. Du coup, la méthode, on a pris des log serveurs qu'on a anonymisés, enfin qui est anonymisé de toute façon, différents types de sites, des sites e-commerce, des sites vitrines, de toute taille, une vingtaine, avec des designs équivalents. Donc, design équivalent, j'entends juste en termes de bannière. La bannière bleue qu'on a vue tout à l'heure, une mention générique, 2 boutons qui sont stylés de la même manière. Il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre, etc. Vraiment un truc clean. Et sur différents types de résolutions pour voir comment ça se comporte. On a analysé 2 options. Soit avec 2 boutons plus la croix fermante, soit 2 boutons sans la croix fermante. Voici les résultats. Les résultats, en fait, ils sont sans appel. Quand on a 3 éléments et la croix fermante, on a une personne sur 2, 50% des gens, qui vont fermer cette bannière. Pour rappel, la bannière, quand on la ferme, vu que rien n'est déclenché, on n'active rien. Pourquoi les gens font ça? Tout simplement parce qu'ils en ont marre, ils sont gavés. Ils se prennent des pop-ins de partout, des bannières de partout, inscrits-toi à une newsletter, etc., etc., etc. Donc la manière la plus simple de virer, si je puis me permettre, cet élément qui est irritable, ça va être de fermer. Quand il n'y a que 2 éléments, par contre, on passe à 98%, entre 90 et 90% de j'accepte. Pourquoi? Tout simplement parce que la seule action qui va permettre d'enlever cette bannière au plus vite, ça va être d'accepter, parce que personnaliser, on va nous demander encore autre chose. Et dans la plupart des cas, quand on fait l'effort d'aller sur personnaliser, en fait, on n'a pas le choix. En fait. Si on rajoute une 3e variable à ça, plus la résolution va être petite, plus ces résultats ils vont exploser, forcément, parce que la bannière elle devient de plus en plus grosse. On pourrait d'ailleurs se demander, est-ce qu'on peut être conforme aujourd'hui sur une résolution mobile? Parce que finalement, on force au consentement. C'est quand même fou, comme juste un si petit truc, ça change quand même pas mal la vie. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Maintenant qu'on a ces résultats, avec la fameuse croix fermante, est-ce que le fait de ne pas la mettre sur une bannière, on respecte le principe comme quoi il ne faut pas forcer au consentement? Je pense que non. Depuis le début, et notamment avec la bannière CNIL, on est parti du RGPD, on a sorti notre plus beau rouleau de scotch et on a fait des patchs de vie privée. On a patché. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à voir comment on pourrait se dédouaner de tous ces modos de consentement à la vie privée? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Spoiler, oui, on peut faire ça. C'est l'objet de notre dernière partie, l'esprit de conformité. Du coup, on va partir d'un constat simple. On a un problème de fatigue au consentement. On a des bannières partout, on nous sollicite de partout. Du coup, on est gavé, on fait au plus vite. Du coup, on ne récupère même pas ce que l'utilisateur veut, comme on a pu le voir avec la bannière CNIL. On récupère juste que l'utilisateur, il en a marre, en fait. On ne récupère pas ce qu'on veut. On a aussi un problème de surcharge informationnelle. À force de trop donner d'informations, on noie l'utilisateur. Typiquement, une page confidentialité où on va mettre tous les services tiers, s'il y en a 500, et il y a pas mal de sites qui en ont 500, c'est pas gérable pour un cerveau humain, c'est pas possible. Autre problème, où sont les données? C'est un véritable bordel, passez-moi l'expression, mais on inclut des services tiers, qui inclut des services tiers, qui inclut des services tiers, qui inclut des services tiers, etc. etc., etc. Du coup, que ce soit le collecteur de données ou les utilisateurs, personne ne sait qui brasse quoi et comment. Du coup, l'utilisateur,
il est amené à prendre des décisions sur des choses qu'il ne comprend même pas, parce qu'en fait, personne ne comprend ce qui se passe. Dernier point, la technique, elle progresse, et elle reste toujours en avant des conceptions du citoyen utilisateur, d'où l'importance du design de la vie privée pour combler ce manque. Maintenant, que faisons-nous? Tant qu'on pensera que monétiser les utilisateurs dans leur dos, c'est tout à fait acceptable, on ne pourra pas réfléchir à d'autres alternatives pour respecter la vie privée des gens. Bien qu'il y ait déjà des alternatives qui existent, elles sont mineures, elles ne sont pas reconnues, etc. Déjà, pisteur, arrête de pister, quoi. Les plus grands défis qu'on a, c'est pour se dédouaner des modos de consentement à la vie privée, c'est les services tiers et la publicité. C'est les deux seuls, enfin les deux principaux en tout cas, qui nous embêtent bien. Du coup, il va y avoir une solution radicale à prendre, mais qui va être nécessaire. Soit je n'utilise pas de service tiers, c'est compliqué, soit je vais utiliser des alternatives qui vont en plus ne pas nécessiter de consentement et qui vont être respectueuses envers les utilisateurs. Alors je sais, ça fait un peu gros de dire ça comme ça, mais par rapport à tout ce qu'on a vu, on n'a pas le choix pour respecter les gens, pour respecter l'humain. Ce qui va être intéressant avec les alternatives qui sont respectueuses, c'est que dans la plupart du temps, elles sont auto-hébergeables. Bien sûr que si vous avez des compétences en interne, sinon ça peut vite mal tourner. Et l'intérêt qu'elles soient hébergeables, c'est que je vais pouvoir maîtriser mes données, je vais pouvoir maîtriser les flux de données. Aussi, un autre point, c'est peut-être dans le fait de ne pas avoir le choix, quel confort. C'est ce qu'a décrété Cass Sunstein, qui est un juriste américain. Il nous dit qu'en fait, le fait d'avoir du choix, aujourd'hui, dans notre société, c'est reconnu comme quelque chose de vraiment positif, parce que c'est les libertés, c'est je me réalise dans l'action, etc. Maintenant, le problème de prendre des choix, c'est que ça demande de l'attention. L'attention, c'est quelque chose qui va être précieux et limité chez l'utilisateur. Du coup, le fait de faire comme il faut de base, de ne pas demander de consentement, de faire clean, en fait, on va amener du bien-être à l'usage chez l'utilisateur. Et aussi, d'où l'importance, en phase de conception, de bien choisir les choix par défaut qu'on va mettre en place. Alors, j'avais encore pas mal de choses à vous dire, mais on arrive bientôt à la fin, je crois. Je suis un petit peu en avance. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comme un couteau, ça peut servir à la fois à tartiner qu'à tuer. Un design, ça peut s'impliquer éthiquement et humainement envers les besoins réels des utilisateurs, au lieu de leur extorquer tout ce qu'on peut, de les torturer, etc. Il y a aussi un rôle positif du designer là-dedans, qui va être de rendre possible des choses qui étaient très compliquées ou très coûteuses à l'utilisateur. Le design, c'est le dernier rempart entre le système et l'utilisateur, d'où l'importance, encore une fois, du design de la vie privée. Le RGPD, c'est bien, c'est un bon point d'entrée. Maintenant, il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller chercher plus loin, jeter le rouleau de scotch pour trouver des réponses qui vont être vertueuses, respectueuses et pérennes. Aussi, arrêter avec toute cette techno-béatitude. C'est-à-dire que dès qu'il y a une interface qui en jette, dès qu'il y a des paillettes dans un coin ou une fonctionnalité qui paraît magique, ça y est, on ne regarde plus que là et on ne regarde pas tout ce qui se passe derrière. Votre assistant personnel, il n'écoute pas que quand vous donnez le bon mot-clé. Le cloud où vous mettez vos fichiers, ce n'est pas un truc sympa, c'est l'ordinateur d'un autre, ni plus ni moins. Du coup, le néoludisme, ça va être une réponse à cette techno-béatitude. C'est-à-dire se poser 5 minutes, adopter une posture réflexive pour réfléchir à ce qui se passe. C'est cool, il y a des paillettes, maintenant, comment ça marche? Est-ce que c'est partagé? Quel est le business model qu'il y a derrière, etc. Enfin, la protection de la vie privée, ça ne se résoudra pas via des approches centrées. Technique, juridique, design, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est même des questions de société, finalement. Et ça, il y a quelqu'un qui l'avait très bien compris, dans un autre contexte, à une autre époque. Et c'est sur ça, d'ailleurs, qu'on va clôturer cette conférence. Et c'est Platon qui nous indique que ce ne sont pas les murs qui protègent la cité, mais les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on veut de notre société? Qu'est-ce qu'on veut du numérique? Qu'est-ce qu'on veut d'Internet? Et du coup, je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas, make privacy great again. Merci.